Le quartier est construit sur le site d'une ancienne ballastière devenue terrain de décharge publique, donc des sols pollués de manière importante, comme beaucoup de sols disponibles pour la construction en Île-de-France. Bon. Et ça a été, j'allais dire, le premier défi du projet, c'était de réaliser un écoquartier dans un endroit qui n'est pas, franchement, à première vue, synonyme d'excellence environnementale. C'est par ailleurs, là on est à l'entrée de ville, c'est difficile de parler d'entrée de ville pour l'heure, mais ça deviendra une nouvelle entrée de ville pour la ville de Limeil-Brévannes. Donc il y a un enjeu du point de vue de la commune, des enjeux d'aménagement importants de ce quartier qui bénéficie d'atouts importants dans son environnement. Il y a le parc départemental de la Plage Bleue qu'on voit ici, une future coulée verte départementale qui va venir au pied du quartier. Donc un site qui va connaître une forte valorisation dans les années à venir. Deuxième, je dirais, contrainte, elle est liée à la région, et elle explique une volonté fondatrice du projet. Ça n'a été pas de construire simplement un écoquartier pilote, expérimental, qui pourrait donner à voir une réalisation avancée mais limitée, mais de construire un quartier important. Il y a 10 hectares, il y a une volonté assumée de densité du quartier, puisque sur ces 10 hectares, on va construire 1250 logements pour 3000 habitants. Et cette volonté de densité, c'est à la fois une réponse aux exigences de développement durable dans notre région, aux besoins de logements qui s'expriment de manière importante en Île-de-France, et qui pose un travail particulier d'explication. Alors ce travail de particulier passe par de la concertation avec les habitants, mais se retrouve aussi dans le projet architectural lui-même. La densité est plus facilement acceptée avec, par exemple, une présence d'espaces verts importants, avec un travail sur les hauteurs qui fait qu'en bord de la ZAC, les hauteurs sont plus réduites qu'au cœur de la ZAC, et avec l'explication, j'allais dire, des enjeux en termes de développement durable, de redensifier la ville. Deuxième grand objectif fondateur, je dirais, du quartier, qu'il a un peu vertébré, c'était la question de son accessibilité. Souvent, écoquartier, ça a été constaté à l'étranger, où on dit dans certaines interventions, c'est synonyme de quartiers qui ne sont pas accessibles socialement. Et à l'inverse, la démonstration qu'on a voulu faire, c'était qu'on pouvait faire un quartier qui était à la fois excellent sur le plan environnemental et accessible sur le plan social, avec donc des objectifs qui ont été fixés et des engagements qui ont été pris par les promoteurs. Je reviendrai sur le montage plus tard, en termes de prix, qui est un engagement de 2800 € par mètre carré de prix moyen, ce qui est inférieur d'environ 20% au prix du marché pour la ville de Limeil-Brévannes, ce qui est l'équivalent du prix de l'ancien. C'est-à-dire qu'on arrive à vendre dans ce quartier le mètre carré au prix de l'ancien sur la ville de Limeil-Brévannes, qui est à peu près de ce niveau-là. Si on regarde le prix du neuf sur la ville de Limeil-Brévannes, il est de 3400 € du mètre carré, donc 2800, 3400 €, ça fait une différence importante. Et dans la commercialisation, on a senti à la fois que c'était un élément du succès commercial qui est, paraît-il, assez sans précédent depuis plusieurs années de cette opération, et aussi de la diversité sociale qui se réalise déjà et qu'on constate déjà avec les premiers acquéreurs. On a donc un quartier qui est à moitié en location, à moitié en propriété, et à moitié en logement social et à moitié en logement libre. Troisième défi, le défi à proprement parler environnemental, il se décline de manière importante dans le domaine de l'énergie, puisque l'alimentation en chauffage et en eau chaude du quartier est assurée dans le cadre d'une délégation de services publics auprès du groupe Cofeli, avec des contraintes assez strictes, aucune énergie fossile, donc une énergie qui est produite à la fois par des panneaux photovoltaïques, du thermosolaire et une centrale biomasse implantée en abord du quartier. Une autonomie, puisque ces différentes sources d'énergie doivent assurer 100% des besoins énergétiques du quartier. Il y a également un travail sur le traitement de l'eau qui a été mené.
sur le fait que c'est un quartier sans voiture. Si vous avez un peu en mémoire le plan du début, c'était très vert au milieu, mais ça signifie que les voitures n'y passent pas, donc il n'y a pas de voitures qui passent en cœur de quartier, et une limitation importante des places de parking, puisqu'on est à moins d'une place de parking par logement sur l'ensemble du quartier. Une autre dimension qui est le plus à venir, je dirais, porte sur la participation des habitants à ces objectifs. Donc, on peut faire des bâtiments magnifiquement isolés. Si les usages ne suivent pas, on n'atteindra pas nos objectifs en la matière. Donc là, c'est un travail qui reste à faire, avec une participation des habitants, avec un travail de sensibilisation. Mais ce qu'on peut déjà dire à cette étape, c'est qu'il y a quand même apparemment une partie non négligeable des habitants qui choisissent d'habiter dans ce quartier parce qu'ils ont envie de participer d'une expérience un peu pionnière de développement durable, et donc qui font preuve d'une sensibilité particulière. De ce fait-là, on espère d'une disponibilité particulière pour porter ça dans la vie de leur quartier. Pour atteindre ces différents objectifs, auxquels je devrais rajouter un, qui est le fait que, en plus de tout ça, la ville a souhaité ne prendre aucun risque financier dans le montage de l'opération, contrairement aux procédures classiques de ZAC. Donc pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, il y a une procédure originale, je crois que c'est la première fois en France, qui a été mise en œuvre, associant la ville avec les investisseurs constructeurs, la ville prescrivant, donner un certain nombre d'objectifs, après ça se décline concrètement dans un cahier des charges, dans des engagements en termes d'efficacité énergétique des bâtiments, en termes de part des énergies renouvelables, etc. Du point de vue de la délégation de services publics. Donc c'est bien la ville qui pilote. Pour autant, ce sont les investisseurs constructeurs qui vont financer l'ensemble des études, qui vont acheter le terrain, qui vont commercialiser les logements, permettant à la ville de ne pas prendre de risques financiers, et avec une recherche par le regroupement des différents promoteurs d'économies d'échelle qui se sont avérées encore plus importantes que ce qui était prévu à l'origine du projet, puisque l'ensemble des promoteurs ont constitué dans le cadre de ces opérations un syndicat qui a traité ensemble les marchés, notamment le marché d'aménagement. Au lieu de discuter lot par lot, il y a eu un marché d'aménagement qui a été passé pour l'ensemble de la surface, ensuite divisé au mètre carré entre les différents promoteurs, avec donc de ce fait-là des économies importantes qui ont pu être réalisées, avec des gains en termes de rapidité aussi de travail sur la mise en œuvre de la ZAC. On n'est pas dans une ZAC où les lots sont construits les uns derrière les autres, avec les problèmes souvent qui se posent d'installation. Là, tout démarre en même temps, donc tout sera terminé quasiment en même temps sur l'ensemble du quartier. Et puis un dialogue, j'allais dire, permanent, un peu particulier. Par exemple, les permis de construire ont été préinstruits de manière à ce qu'ils puissent être validés par la ville en même temps, dès lors que les terrains avaient été acquis. Et le plan d'occupation des sols a été modifié après l'étude des permis de construire. Donc on est dans des formes de coopération qui permettent de gagner en souplesse dans la relation entre la ville et les promoteurs. Reste une difficulté, j'allais dire, liée au quartier et au pari qui a été fait, notamment sur un quartier sans voiture. Il n'est pas bien desservi par les transports. Et donc, c'est là qu'intervient un autre projet de la commune, qui est la mise en place d'un métro-câble, donc qui est un projet de desserte aérienne, mais par câble de la ville qui relierait la ville de Limay-Brévannes avec une station au pied de ce quartier d'étang durable jusqu'au prolongement de la future ligne 8